Est-ce que certains d'entre vous connaissent koh? Ça vous parle, koh? Oui. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous résume rapidement. C'est un jeu avec deux équipes, des rouges et des jaunes, avec des épreuves, des éliminations. Un jeu d'aventure assez classique, avec des règles, à ceci près qu'il y a des caméras parce que c'est un jeu télé. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans koh l'ensemble des participants vivent sans électricité, ou un régime alimentaire quasiment exclusivement végétarien. Ils mangent souvent de gros insectes. Bref, leur empreinte carbone est très proche de zéro. Bon, sans l'avion de la production qui les emmène sur place. Mais quand même, il est très proche de zéro. Et d'ailleurs, tous les participants parlent d'une expérience qui les a changés. Moi, je suis convaincu que des gens seraient prêts à payer pour participer à koh et je dois vous l'avouer, je pourrais presque me laisser tenter. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, eh ben, on peut tout à fait dire que dans koh l'ensemble des participants en fait acceptent de changer de comportement. Je vous l'accorde. C'est pas en envoyant tout le monde à koh qu'on va réussir à sauver la planète. Ou du moins sauver l'espèce humaine et une grande partie des animaux du réchauffement climatique. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'impact persuasif énorme que peuvent avoir les jeux. Rendez-vous compte quand même, dans un jeu, à koh on arrive à faire manger des gros scarabées, des grosses chenilles à des gens. J'imagine que vous avez tous entendu un jour ou l'autre, les experts nous disent qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Et puis, assez souvent, très rapidement, vous entendez un message un peu culpabilisant, les citoyens doivent considérablement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Oui, parce que si vous ne saviez pas, vous êtes des producteurs de gaz à effet de serre. Et pour vous illustrer un peu cette limitation, notre objectif en 2050, c'est qu'un Français moyen émette 2 tonnes de CO2. Est-ce que vous savez en 2019 combien vous allez émettre en moyenne de tonnes de CO2 ? 11 tonnes. Vous voyez un peu le chemin qu'on a à parcourir ? Pour vous l'illustrer, par exemple, prenons votre logement. À l'heure actuelle, vous vivez dans une belle maison de 110 mètres carrés. Et dans 30 ans, il va falloir que vous projetiez dans un petit studio de 20 mètres carrés. C'est un peu plus clair pour le chemin ? Voilà exactement le chemin qu'on a à parcourir. Parce que sans réduction de nos émissions de CO2, on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique. Et sans changement de comportement, on n'arrivera pas à réduire nos émissions de CO2. Ça, tout le monde en est conscient, tout le monde est d'accord sur ce point. Certes, ce n'est pas uniquement avec des changements à l'échelle individuelle qu'on va y arriver. Il va falloir aussi qu'il y ait des changements à l'échelle collective, à l'échelle politique, pour remplir ces objectifs. Mais intéressons-nous ici à l'individu, à vous, à moi. Comment est-ce qu'on peut collectivement changer de comportement? Qu'est-ce qui peut nous promouvoir, en fait, nous motiver à adopter des comportements plus éco-responsables? Bonne question, hein. Déjà, si on s'intéressait à qu'est-ce qui rend difficile la réduction de son empreinte carbone. Réduire son empreinte carbone, c'est difficile parce que c'est se priver. C'est associé à l'idée qu'on va diminuer sa qualité de vie. C'est un peu le retourner vivre dans une grotte qu'on entend parfois. Réduire son empreinte environnementale, ça va également à l'encontre du mythe consumériste, qui nous dit que pour être heureux, il faut consommer toujours plus de produits, ça façonne nos désirs. Et en fait, forcément, ça a un impact. Réduire son empreinte environnementale, c'est également contraire à l'économie de l'expérience, quand souvent on pense que pour être heureux, il faut voyager toujours plus loin, multiplier les expériences, d'autant plus avec l'avènement des réseaux sociaux où partager une photo dans un lieu incroyable, c'est une certaine forme de réussite et ça garantit de récolter un maximum de likes. Et enfin, réduire son empreinte environnementale, c'est difficile quand on nous prédit des catastrophes en 2100. Pourquoi ? Parce que le cerveau, en fait, il n'est pas fait pour faire des prédictions à long terme. Il y a encore un siècle, l'être humain, il avait une espérance de vie de 30 à 40 ans. Donc le cerveau, il est fait pour prédire ce qu'on va manger ce soir, pour nous aider à survivre, mais pas pour faire des prévisions dans 30 ou 40 ans. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites pour nous aider à changer. Est-ce que ça a réussi ? C'est une autre question. Qu'est-ce qui a été fait ? Il y a des campagnes d'information sur le réchauffement climatique. On se rend compte d'ailleurs que 8 Français sur 10 considèrent que le développement économique nuit à l'environnement. Mais en fait, ça n'a pas d'impact sur nos pratiques au quotidien.
il y a aussi des politiques de sensibilisation sur les éco-gestes. Et ça, en fait, on s'aperçoit que ça crée de l'intention, mais ça ne crée pas de l'action derrière. Il y a également des incitations fiscales, mais ça crée de la dette publique, et donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Et enfin, il y a des lois et des réglementations, mais ça, c'est souvent mal perçu par les concitoyens, et ça peut même être totalement rejeté. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on passe de l'intention à l'action? En psychologie cognitive, il y a un modèle qui décrit le processus de changement de comportement, qui s'appelle le modèle transthéorique, proposé par Prochaska et Di Clemente. Je sais, dit comme ça peut paraître un peu complexe. Et vous allez voir, c'est finalement assez simple. Ce processus, il est en 5 grandes étapes. La première étape, c'est la précontemplation. C'est l'étape où on est inconscient du problème, où on ne songe pas à changer. On peut facilement considérer que tous les climato-sceptiques comme Donald Trump sont à ce stade-là, tranquilles, dans la précontemplation. Ensuite, il y a la contemplation. La contemplation, on envisage le changement à court ou moyen terme. Vient ensuite le stade de la préparation, où on met en œuvre un plan d'action avec des objectifs à atteindre. La très très grande majorité des gens, en termes de changement de comportement dans le domaine du développement durable, sont entre la contemplation et la préparation. Vient ensuite le stade de l'action, où on met en œuvre les actions, et le stade du maintien, où ces actions perdurent dans le temps et deviennent une habitude. On voit bien maintenant le processus. La question que vous vous posez, c'est comment est-ce qu'on passe de la préparation à l'action? Je vous ai parlé en introduction de Koh-Lanta. J'imagine que vous ne voyez toujours pas très bien le lien entre un divertissement et la sensibilisation au comportement plus éco-responsable. On va s'intéresser justement au jeu et à quel point ça peut avoir un impact persuasif fort sur les changements de comportement. Quand on parle de jeu, j'imagine que vous pensez à des jeux vidéo, des jeux de cartes, des jeux de société. Ça peut aussi être des jeux d'argent, des jeux de hasard, bref, toutes sortes de jeux. Je suis convaincu qu'un grand nombre d'entre vous a dû jouer à un jeu dernièrement, que ce soit avec des amis, avec ses enfants ou même tout seul. Qu'est-ce qui caractérise un jeu? Un jeu, c'est caractérisé par des règles bien définies et un objectif de divertissement à court terme. Mais quand on regarde de plus près le jeu, qu'est-ce qu'on constate? On constate que même les animaux jouent. Donc ça ne doit pas être si inutile que ça pour qu'après des millénaires d'évolution, même les animaux jouent. Pourquoi est-ce que les animaux jouent? Ils jouent pour faciliter l'apprentissage de nouveaux comportements. Ils vont jouer pour simuler des comportements qui seront utiles dans leur vie d'adulte, que ce soit des comportements moteurs pour leur apprendre à chasser, ou des comportements sociaux pour leur apprendre la hiérarchie dans les groupes et le comportement social. Donc, les jeux facilitent l'apprentissage. Ça, c'est un point important parce que changer de comportement, c'est très souvent apprendre un nouveau comportement. Donc on voit que c'est déjà un point de gagné, si j'ai envie de dire. Ensuite, on s'aperçoit quoi? On constate que les jeux sont présents dans toutes les sociétés humaines, que les échecs, le backgammon, la marelle existaient déjà depuis l'Antiquité, que les Grecs et les Romains jouaient beaucoup aux dés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu est universel. Et ça, c'est aussi très important parce que la problématique environnementale est elle-même universelle, ou en tout cas planétaire. Quelques chiffres maintenant. Est-ce que vous savez qu'il y a 112 millions de jeux de société qui sont vendus chaque année en France? Ça fait 4 jeux par seconde. Qu'il y a près de 1 Français sur 2 qui déclare jouer très régulièrement ou de temps en temps à des jeux de hasard ou des jeux d'argent, que ce soit au poker, à des paris sportifs, des paris hippiques, au casino. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pokémon Go. Ça vous parle, Pokémon Go? Pikachu, peut-être? Pokémon, c'est un jeu où on doit attraper des créatures. Assez basique. Au départ, c'était un jeu vidéo classique, et puis en 2016, c'est devenu un jeu en réalité augmentée. Les gens, en fait, allaient dans la rue avec leur téléphone et pour attraper l'ensemble de ces petites créatures. Ils devaient donc marcher. Est-ce que vous avez une idée de combien de kilomètres ont été parcourus par les joueurs de Pokémon Go? 23 milliards de kilomètres. Ils auraient pu faire collectivement 3 fois l'aller-retour jusqu'à Pluton, uniquement pour attraper des petites créatures imaginaires. D'ailleurs, dans mon entreprise, une collaboratrice s'est mise à rentrer à pied du travail pour chasser des Pokémon. Elle habitait à 5 km de nos bureaux et elle faisait ça tous les soirs.
Donc là, on voit bien à quel point le jeu peut être impactant et à quel point il peut accompagner la transition écologique, parce que cette collaboratrice, eh ben, en fait, elle a réduit son impact environnemental dans ses déplacements domicile-travail grâce à ce jeu. D'ailleurs, dans notre entreprise, on propose des jeux pour aider nos clients, qui sont des villes ou des collectivités, à réduire leur empreinte environnementale. Au travers de challenges, par exemple, par équipe, on aide à réduire les consommations de leurs bâtiments, que ce soit les consommations d'électricité ou de gaz. Et on arrive à des réductions de plus de 10%, avec des changements de comportement qui perdurent dans le temps. Donc on voit bien que le jeu peut être persuasif, peut avoir un impact sur les changements de comportement. Mais si on regarde d'un peu plus près, il y a 4 leviers psychologiques qui permettent de passer de l'intention à l'action et qui permettent de faire ce fameux passage à l'acte. Eh bien, les jeux et les jeux vidéo permettent d'actionner ces leviers. Le premier levier, c'est les mythes et les histoires. Les mythes et les histoires, c'est ce qui a façonné notre imaginaire, c'est ce qui a permis qu'on ait collectivement l'humanité des objectifs communs. Ça nous a permis de construire des cathédrales, de construire des pyramides. Et ben, les mythes et les histoires, c'est à la base du jeu. Tous les jeux sont basés sur des scénarios, sur des héros, des méchants, un objectif, un but. Dans Pokémon, par exemple, le héros doit combattre une organisation criminelle et l'empêcher de voler tous les Pokémon. Le deuxième levier, c'est les récompenses et les incitations. Récompenser une action facilite le passage à l'acte. Et bien ça aussi, c'est à la base de tous les jeux. Gagner des points, passer des niveaux, collecter des items, gagner des bonus, gagner des records, c'est à la base de tous les jeux. Enfin, il y a tout ce qui est les interactions sociales. On connaît depuis longtemps l'influence sociale, la force de l'appartenance à une communauté. On sait que connaître le comportement de ses voisins, de ses amis, a forcément une influence sur son propre comportement. Ça, c'est tous les jeux multijoueurs, les jeux en réseau, ou les jeux où on partage des choses sur les réseaux sociaux, par exemple. Et enfin, il y a les retours d'informations. Ça, c'est un point important parce que le fait de connaître son comportement nous aide à le changer. C'est vraiment très important. Pour pouvoir changer, il faut déjà savoir ce qu'on fait. Et c'est un levier sur lequel on va s'attarder un peu plus parce que comment est-ce qu'on peut connaître l'impact environnemental de son propre comportement? Est-ce que c'est possible déjà? Quand on regarde de plus près, oui. Il y a déjà toutes les données pour les postes les plus émetteurs de CO2. Pour les logements, par exemple, on peut connaître précisément, ou on pourra connaître très rapidement précisément les consommations de son logement, que ce soit les consommations d'électricité ou de gaz avec les fameux compteurs communicants. Pour les transports, par exemple, il y a déjà de bon nombre d'applications qui permettent, avec la géolocalisation de votre téléphone portable, de calculer l'impact environnemental de vos trajets, de calculer si vous avez fait le déplacement à pied, à vélo, avec les transports en commun ou en voiture. Ça serait très facile également de calculer l'impact environnemental de votre déplacement aux Bahamas en avion en décembre, par exemple. Il n'y aurait pas de problème. Pour l'alimentation, il y a les fameuses cartes fidélité de vos supermarchés préférés, qui permettent de connaître très précisément l'impact environnemental de vos caddies. Donc on le voit, toutes les données sont là. On peut facilement récolter l'ensemble de ces données. Imaginons maintenant ensemble un jeu qui intégrerait l'ensemble de ces données, de manière sécurisée et confidentielle, bien évidemment. Un jeu social, multijoueur, avec des récompenses, avec une histoire inspirante pour motiver des changements de comportement et des usages plus éco-responsables. Mais je suis convaincu qu'un tel jeu permettrait de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Et cela nous permettrait peut-être d'éviter que l'humanité finisse comme à Koh-Lanta, mais que cette fois-ci, ce ne soit plus un jeu. Merci.